Val-de-Loire en direct se poursuit l'heure de votre JT en ce 21 octobre, un JT présenté par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Grisailles et pluie sont attendues tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures, vous le voyez, stationnaires. La minimale sera de 12 degrés, la maximale de 18 degrés. À la une, on a des nouvelles des œuvres du domaine de Candé. Elles seront bientôt restituées. Dans la nuit du 26 au 27 juin dernier, plusieurs tableaux étaient dérobés au cours d'un cambriolage sans précédent à Mont. Les auteurs avaient rapidement été interpellés et après des mois d'attente, les œuvres seront bientôt de retour au château. À l'occasion d'Octobre Rose, nous irons ensuite à la rencontre de Sarah. À 36 ans, elle se découvrait atteinte d'un cancer du sein, alors que seulement 20% d'entre eux touchent des personnes de moins de 50 ans. 2 ans plus tard, elle est en rémission. Elle nous racontera son histoire. Un sujet que nous aborderons également avec notre invité du jour, Loïc Vaillant. Il est le président de la Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire. Et puis nous parlerons sport puisque Veigné a l'honneur d'accueillir pour quelques jours des éducateurs officiels du Real Madrid. Rien que ça, une centaine de jeunes âgés de 7 à 16 ans issus de différents clubs profitent donc d'un accompagnement exceptionnel tant sur le plan sportif qu'éducatif. Et vous le verrez, la joie est au rendez-vous. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir, création d'entreprise, quel réflexe adopter? Nous nous poserons la question avec Julien Floch, qui est directeur régional de l'URSSAF 37. Mais d'abord, Lucas, on revient sur ces œuvres qui avaient disparu au domaine de Candé. Dans la nuit du 26 au 27 juin dernier, plusieurs tableaux et objets étaient dérobés au cours d'un cambriolage sans précédent à Mont. Passés par une fenêtre du premier étage du château, les auteurs avaient rapidement été appréhendés et leur butin récupéré. Et on vient de l'apprendre après des mois d'attente, les œuvres vont être restaurées puis rapidement restituées à l'établissement. Écoutez. Il y en a une bonne partie qui est en très bon état. Il y en a quelques-uns qui ont été endommagés, notamment des tableaux qui ont été volés. Et donc, ils nécessiteront des travaux de restauration. Mais ils sont restaurables et pas complètement anéantis. Donc, c'est rassurant. Un événement qui fait évidemment écho au cambriolage du musée du Louvre à Paris. Et après le casse du siècle de dimanche, la question de la sécurité dans nos musées se pose. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher comptent en effet de nombreux établissements renfermant de précieuses œuvres. C'est le cas par exemple de la maison Lancier à Loches. Arnaud Potier et Léa Turquier s'y sont rendus. C'est une maison pas comme les autres. Ici, les murs de la demeure d'Emmanuel Lancier, artiste peintre du 19e siècle, sont couverts de toiles. Des œuvres accessibles au public, mais qu'il faut aussi savoir protéger. Car l'enjeu est là, trouver le bon équilibre entre la sécurité des œuvres et l'expérience du visiteur. Au musée Lancier, c'est une maison, c'est typiquement la maison de l'artiste Emmanuel Lancier, sa maison de famille. Donc forcément, le parti pris est de faire ressentir aux visiteurs l'impression d'être chez Emmanuel Lancier, de rentrer chez lui. Donc si tout est sous cloche, on a un petit manque de logique en fait dans notre présentation. Donc il faut trouver d'autres biais, d'autres systèmes de protection. Pour y parvenir, plusieurs outils sont mis en place, les plus visibles, caméras et détecteurs de mouvement, mais aussi des dispositifs plus discrets, gardés secrets pour garantir la sécurité du site. Le 27 juin dernier, le château de Candé a été la cible d'un cambriolage, un événement qui a marqué les esprits. Depuis, partout dans le département, les musées renforcent leurs mesures de dissuasion et accélèrent leurs protocoles de sécurité. Pour cela, ils peuvent compter sur une cellule dédiée, la mission sécurité, sûreté et audit. Avant l'exposition sur Louis Delaporte et encore, on avait un prêt important du Musée national des arts asiatiques, musée Guimet. Donc il était important de renforcer potentiellement la sécurité du site. Donc cette mission conseil nous a permis vraiment de détailler les petites failles qu'on pouvait avoir encore. On a eu une liste de préconisations qu'on a pu appliquer et donc renforcer pour nous la sécurité du musée. L'objectif est clair, assurer une protection efficace sans pour autant transformer ces lieux de culture en forteresse. Et, en cas de vol, fournir un maximum d'éléments aux forces de l'ordre et à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Le récent cambriolage spectaculaire du musée du Louvre, en plein jour, a rappelé que personne n'est à l'abri. Une réalité bien connue pour le département, propriétaire de 8 monuments. Aujourd'hui, tout ce qui est vidéosurveillance, ce qui est outils anti-intrusion fait l'objet de maintenance et régulière et une obligation de maintenance régulière et tout. Est-ce qu'il y a des défaillances là-dessus? C'est possible. Voilà, c'est la vigilance que nous, on a au département, de s'assurer qu'au moins les outils qui sont en place et tout fonctionnent et sont en permanence opérationnels. Alors oui, la vigilance est renforcée, mais pas question de mettre toutes les œuvres sous cloche, car au final, ce serait le visiteur qui en paierait le prix, celui-là même qui fait vivre ces lieux et donne un sens à leur mission.
Et puis l'autre actualité du jour, c'est évidemment l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Alors que l'ancien président de la République a intégré ce matin la prison de la Santé à Paris, après sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, plusieurs personnalités politiques ont co-signé une tribune de soutien. Ces anciens comparses y saluent un homme d'État ayant servi son pays. Et parmi eux, Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Pour rappel, il avait lui-même été condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Ce dans l'affaire Big Malion, qui concernait cette fois la première campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Allez, changement de sujet, on va parler d'Octobre Rose, qui est l'occasion, comme vous le savez, de sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Près de 80% des cancers du sein sont détectés après l'âge de 50 ans, mais les plus jeunes peuvent elles aussi être concernées. Exemple avec Sarah. À 36 ans, maman d'une fillette de 2 ans, on lui diagnostique un cancer. Et après 2 ans de traitement et une mastectomie, elle est aujourd'hui en rémission. Son portrait intimiste est signé Hélène Chaplet. Le 17 novembre 2020, en plein confinement et à 36 ans, Sarah apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. La tumeur fait 8 cm de diamètre et c'est d'ailleurs à cause de sa taille que la jeune femme a pu la sentir. La chirurgienne qui va la suivre au CHU de Tours lui explique qu'elle ne va pas mourir de ce cancer, mais qu'elle va passer 2 ans difficiles entre chimio, rayons et mastectomie. À l'époque, malgré la fatigue liée au traitement, Sarah prend un coach pour faire de la boxe à domicile et décide de passer un DU en neuropsychologie. Pas question de se laisser aller, ni pour elle, ni pour sa fille. Déjà, ça m'énervait d'être malade, en fait. Ça, je pense que cette colère, elle m'a pas quittée, en fait, pendant le cancer. Et puis, je voulais pas avoir l'air malade. Pour moi, et puis pour ma fille, enfin, elle avait 2 ans, genre en maternelle, j'avais pas envie d'avoir l'air. Donc, du coup, oui, j'ai fait tout ce que je pouvais pour. Et puis, je voulais pas mourir, quoi. Alors ça, c'est les vernis que je mettais pour me protéger. 3 ans après la fin du traitement, Sarah a toujours le vernis utilisé à l'époque pour protéger ses ongles de la chimiothérapie. Elle retrouve également les bandeaux qu'elle portait avec sa perruque, car elle a perdu ses cheveux. Une épreuve dont elle a gardé quelques photos. Et ce qui lui reste en tête surtout, c'est la réaction de sa fille lorsqu'elle est revenue du coiffeur pour la première fois avec cette perruque. Donc en fait, je suis allée dans la salle de bain, j'ai enlevé ma perruque et là, elle m'a vue sans cheveux et elle a explosé de rire. Et en fait, on était tous les 3 avec son papa, elle et moi. Et en fait, on était devant la glace. Et du coup, elle a essayé ma perruque, son père a essayé ma perruque. Moi, ils m'ont mis la perruque à l'envers aussi. Et donc, en fait, on a beaucoup ri. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Je me suis dit, on va tous pleurer, ça va être l'enfer. Et pas du tout. Si aujourd'hui Sarah est en rémission, il lui reste en travers de la gorge quelques mots déplacés de praticiens peu ou plus empathiques, mais surtout les dépassements d'honoraires imposés par certains chirurgiens. Selon elle, pour pratiquer une reconstruction mammaire, on lui a déjà demandé de débourser jusqu'à 10 000 € de sa poche. Et pour aller plus loin sur le sujet, en invité dans ce journal ce soir. Loïc Vaillant, il est le président de la Ligue contre le cancer d'Indre-et-Loire et il dresse ce soir avec nous un état des lieux à l'occasion d'Octobre Rose. Bonsoir Loïc Vaillant. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Une réaction d'abord au sujet que l'on vient de voir. L'âge des personnes touchées par ce cancer du sein évolue-t-il? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes? Il y a de plus en plus de jeunes. C'est pas nouveau, hein, ça fait depuis 90 qu'on voit de plus en plus de jeunes. Faut se souvenir, c'est 80% des femmes entre 50 et 74 ans, donc là on fait les mammographies de dépistage, mais ça veut dire qu'il y en a 20% qui sont plus jeunes. Et c'est l'occasion de rappeler une recommandation forte, c'est-à-dire chez toutes les femmes qui ont 25 ans ou plus, un examen clinique annuel par le médecin traitant ou par le gynécologue pour dépister un cancer du sein. Parlons-en de l'importance du dépistage. On vous a posé une question sur nos réseaux sociaux. Octobre Rose, avez-vous profité de la période pour vous faire dépister? Et le résultat est là, vous le voyez, non, à 90%. C'est pas bon, on n'est pas bon quand on voit ce genre de résultat. Alors, on n'est pas bon en France globalement. En Indre-et-Loire, on est un peu meilleur qu'ailleurs. On est 10 points de plus que la moyenne nationale, donc c'est déjà pas si mal. Mais il y a des freins, et on connaît les freins. Le frein le plus bête, j'allais dire, c'est qu'on a peur de découvrir un cancer. Oui. C'est le but, évidemment, c'est de découvrir un début de cancer. Il faut se rappeler que dépister tôt, c'est 99% de gens qui survivent à 5 ans, plus de 95% de guérison. Donc voilà, il faut évidemment dépister très tôt, et c'est l'objectif des mammographies de dépistage dans la période 50-74 ans. Et alors, est-ce que vous voyez une belle progression? Est-ce que Octobre Rose porte ses fruits, par exemple? Est-ce que ce mois de sensibilisation permet réellement d'impacter plus de personnes? Alors, la sensibilisation existe. Le passage à l'acte des réfractaires, on voit bien qu'il y en a encore qui résistent un petit peu. Et ça, il faut l'encourager. On sait que
c'est l'occasion à l'Octobre Rose que l'entourage, Sarah parlait de son entourage pour l'aider quand elle avait son cancer, mais également pour aider au dépistage. L'entourage qui pousse un peu, la fille qui dit à sa maman est-ce que tu as fait ta mammographie? C'est gratuit. Tu as reçu une lettre de la Sécurité sociale pour te faire le dépistage. Ça, c'est important. Comment est-ce qu'on travaille sur cette prévention? Est-ce qu'il y a des zones à cibler plus fortement que d'autres? Je vous pose la question, je n'ai vraiment pas la réponse. Il y a une différence entre les villes, les campagnes, des quartiers prioritaires, par exemple? Alors, c'est plus ville-campagne. Il y a une nette différence ville-campagne. Peut-être parce qu'il y a aussi une histoire de proximité. C'est plus facile d'avoir une mammographie à Tours que, je ne citerai pas, mais ailleurs en Indre-et-Loire. Indiscutablement, c'est de moins en moins vrai, mais c'est aussi pour ça que se développe, nous on le fait à la Ligue, le Rotary va le faire ici, des bus pour aller faire du dépistage. Directement sur place. Directement sur place pour un dépistage général des cancers, et puis des mammographies aussi, avec la possibilité de faire ça dans beaucoup de lieux maintenant dans le département. On va parler un peu du pendant et de l'après. Est-ce qu'il y a des progrès dans les soins d'accompagnement? Je pense à la psychologie, par exemple. Alors, les progrès, indiscutablement. D'abord parce que les soins de support, ce qu'on appelle les soins de support, la psychologie, la socio-esthétique, la nutrition, qui est très importante, l'activité physique adaptée, qui est encore plus importante, ça, c'est maintenant reconnu comme un soin vraiment. À tel point que le médecin traitant peut prescrire une ordonnance activité physique adaptée pour cancer du sein. Je ne vais pas vous dire que ça va être remboursé pendant très longtemps, mais c'est la possibilité de faire un bilan et ensuite de savoir quel type d'activité physique on peut faire, par exemple, ou d'avoir des consultations de psychologie gratuites. Et puis nous, à la Ligue, on accueille tout le monde et c'est gratuit chez tout le monde. Et il y a vraiment... tout le monde peut aller, en sachant qu'on essaye d'aller pas simplement à Tours, mais on a ouvert à Loches, à Chinon, Amboise et Château-Renaud. Je voudrais vous poser une dernière question. C'est un sujet qui a été abordé par Sarah, justement. Elle explique que certains chirurgiens pratiquent des dépassements d'honoraires. Elle parle de 10 000 euros, par exemple, un exemple auquel elle a été confrontée, pour la reconstruction mammaire. Est-ce que vous savez que ça existe et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la reconstruction mammaire, c'est un vrai problème parce que, effectivement, là, il peut y avoir des dépassements. Pas pour l'intervention elle-même, mais sur la reconstruction elle-même, il peut y avoir des dépassements. Et là, c'est vraiment en fonction des chirurgiens plasticiens. Souvent, à Tours, il y a beaucoup moins de dépassements qu'à Paris, par exemple, pour citer des extrêmes. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des dépassements. Nous, je connais un certain nombre de chirurgiens qui acceptent de ne pas en faire, ou de ne pas en faire, en tout cas, pour des gens qui ne peuvent pas se le payer. Mais c'est vrai que ça reste un problème. Et ça, c'est le rôle aussi de la Ligue dans son rôle de plaidoyer national pour justement une prise en charge complète d'un cancer du sein. Et pour retrouver la Ligue, ligue-cancer.net/Octobre Rose, si on veut se renseigner sur ce mois ô combien important. Merci Loïc Vaillant d'être venu nous voir. Merci. On va parler sport à présent dans ce journal avec des petits footballeurs totalement comblés, Lucas. Et pour cause, le club de Veigny a l'honneur d'accueillir du 20 au 24 octobre des éducateurs officiels du Real Madrid. 100 jeunes âgés de 7 à 16 ans issus de différents clubs d'Indre-et-Loire ont donc l'opportunité de travailler comme les plus grands, que ce soit d'un point de vue sportif, éducatif ou social, tout est réuni pour leur proposer une expérience unique, une expérience à laquelle a assisté Louis Marmion. Uno, dos, tres, à la Madrid. Nous ne sommes pas à Valdebebas, au centre de formation du Real Madrid, mais bel et bien au stade Georges Dézé à Veigné. Habillés comme de vrais Madrilènes, une centaine de jeunes de 7 à 16 ans sont venus s'entraîner comme de vrais footballeurs. J'aime bien parce qu'on fait beaucoup d'entraînement, il y a de la performance et tout. On s'entraîne vraiment comme des pros. On prend du plaisir, arrêter les ballons, pas pour qu'on prenne de buts, j'adore ça. Des ambassadeurs du Real Madrid comme Florent sont venus inculquer la rigueur et la discipline d'un club pro à une structure amateur. Il transmet aussi de nouvelles méthodes d'entraînement. Là on est sur les ski shorts, les chasubles bicolores, où on a bleu, vert, jaune, rouge, où on est obligé de toujours être dans la prise d'information. C'est des exercices qu'ils font à Valdebebas et qu'on a vu là-bas et qu'on remet en place ici. Un stage bénéfique pour les jeunes, mais aussi pour les dirigeants, comme Fabien, soucieux de transmettre les valeurs du géant madrilène. Pour voir, nous derrière aussi, en tant qu'encadrant du club, s'inspirer de toutes ces façons d'entraînement, ces façons de coacher, ces façons de parler aux jeunes, de pouvoir les mettre en place et de les inculquer aussi dans nos différentes catégories.
À la fin du stage, 6 jeunes seront sélectionnés pour une finale nationale et un seul aura la chance d'assister à un match dans le stade mythique du Santiago Bernabéu. Allez, place à notre rubrique. On vous répond avec notre invité Julien Floch, directeur régional de l'URSSAF 37. Pour répondre à cette question, création d'entreprise, quel réflexe adopter? Bonsoir Julien Floch, bienvenue sur notre plateau. Alors en France, l'envie d'entreprendre ne faiblit pas. En 2024, plus d'1 million d'entreprises ont été créées, dont près de 60% sous le régime de la micro-entreprise. Dans l'Indre-et-Loire, la tendance est la même. Les créations progressent chaque année, preuve que l'esprit d'initiative est bien présent. Mais quand on se lance, encore faut-il avoir les bons réflexes pour démarrer dans de bonnes conditions. On a vu les chiffres, on va les voir dans quelques instants, qui sont en hausse, les chiffres de création d'entreprises. Comment on peut expliquer cet engouement encore aujourd'hui pour la création d'entreprises? Les gens ont envie d'entreprendre, donc c'est une très bonne chose. Nous, notre rôle en tant qu'URSSAF, c'est d'accompagner toutes ces personnes qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi sur le territoire. Et pour ça, on essaye de les accompagner au mieux en multipliant nos offres de services. Parce que l'URSSAF, ça sert à financer la sécurité sociale et la protection sociale, bien évidemment. Mais pour faire ça, il faut qu'on accompagne et qu'on simplifie la vie de tous ces entrepreneurs. On l'a vu, 60% à peu près choisissent le statut de micro-entreprise. C'est quoi les avantages, mais aussi les limites de ce statut? Comment dirais-je? Pour pouvoir orienter les entrepreneurs qui démarrent, ce qui est important, moi, ce que je les invite à faire, c'est d'aller avant le démarrage sur un site qui s'appelle mon-entreprise.ursaf.fr. Ici, il y a des simulateurs, il y a tous les statuts juridiques qui vous permettent de voir quels sont les avantages d'un statut et les inconvénients des uns et des autres. Il peut y avoir des cotisations plus faibles pour un statut de micro-entrepreneur, avec des droits sociaux plus faibles. Des statuts où vous payez un petit peu plus, mais avec une couverture sociale plus importante. Voilà, et tout un tas d'autres styles d'entreprises. On va pouvoir comparer et voir quel est le meilleur statut à adopter. Exactement. Justement, les démarches incontournables, quand on se lance, c'est quoi aujourd'hui auprès de l'URSSAF, auprès de vous? Il y a des démarches qu'il ne faut pas rater. Alors, des démarches qu'il ne faut pas rater. Du coup, on indique tout en ligne. On a ce qu'on appelle, on encapsule dans monconseil-ursaf.fr tout un tas d'offres qui rappellent les pièges à éviter, bien évidemment. Donc là, vous avez la partie sur le droit à l'erreur. Vous avez tout un tas de pièges qui sont listés et au contraire, les bonnes pratiques à adopter dès le début. Vous avez également ce qu'on appelle, comment dirais-je, mes premiers mois avec l'URSSAF. Plutôt que de laisser les entreprises seules, on les accompagne pendant 15 mois pour les travailleurs indépendants, pendant 9 mois pour les micro-entrepreneurs. Pour ceux qui embauchent pour la première fois, c'est pareil, on a un suivi pendant 12 mois. Donc on essaye de faire au mieux et de les accompagner pour que ça se passe au mieux. C'est vrai que l'URSSAF, on vous perçoit parfois comme un organisme de contrôle, ce qui est vrai, mais vous êtes aussi là pour aider justement ces créateurs d'entreprises, vous le disiez au départ, mais tout au long de la vie de l'entreprise. Mais oui, on continue après, à chaque instant. On a un intérêt commun avec tous les chefs d'entreprise, c'est de développer le territoire, qu'il y ait un maximum d'emplois. C'est eux qui sont confrontés à cette création, le fait de créer de la valeur, de créer de l'emploi. Et nous, on doit être là pour leur simplifier la vie et pour faire en sorte que leur démarche administrative soit la plus simple possible. On s'y emploie. Tout est en ligne et on répond aussi à leurs questions. Alors donc, pardon. Non, aujourd'hui, justement, les créateurs d'entreprises ne font peut-être pas assez appel à vous, justement, pensent y arriver seuls, sans penser spécialement au côté aide que peut apporter l'URSSAF. Oui, je pense qu'on peut avoir une image qui fait qu'on ne nous contacte pas, alors qu'on a énormément d'aides. On peut les conseiller sur des exonérations. On a de l'action sociale pour les travailleurs indépendants quand ils rencontrent des difficultés. On a énormément de choses qu'on peut leur mettre à disposition. Pour ça, il faut qu'on échange, en fait. Il faut qu'on arrive à échanger et à se rencontrer. Alors pour finir ce soir, ceux qui veulent peut-être créer leur entreprise ce soir, c'est quoi selon vous en tant que directeur de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, les 3 bons conseils, les 3 bons réflexes à retenir ce soir? Alors les 3 bons réflexes, ne pas rester seul, être entouré. Bien évidemment, s'il y a la moindre difficulté, contacter dès le début, bien se renseigner. Et puis en termes de contact avec nous, ils ont le choix. L'URSSAF, c'est comme ils veulent. Et quand ils veulent, puisque sur le site internet, vous avez toute l'information qui est présente, avec des chatbots qui répondent sur une offre socle H24, 7 jours sur 7. Dans la journée, on a même du live chat, on s'adapte à leurs besoins, donc c'est des gestionnaires qui leur répondent en ligne. S'ils veulent nous contacter, qu'ils le fassent. Dans 92% des cas, on décroche. Et quand ils nous posent la question, ils ont une réponse parce que ce sont des experts qui sont en ligne. Et tous ceux qui nous contactent le savent très bien. Et sinon, s'ils veulent du contact physique, qu'ils viennent à l'accueil. Voilà, on les accueillera aussi avec plaisir sur nos 6 sites en région. Et ben voilà pour les informations de base. URSSAF.fr pour plus d'informations.
Oui, très bien. Merci. Et mon conseil URSAF également. Voilà, merci beaucoup. Merci Julien Floch, directeur régional de l'URSAF 37, d'être venu sur le plateau ce soir. Avant de se quitter, rappel du principal titre des nouvelles des œuvres du domaine de Candé. Elles seront bientôt restituées. Dans la nuit du 26 au 27 juin dernier, plusieurs tableaux étaient dérobés au cours d'un cambriolage sans précédent à Mont. Les auteurs avaient rapidement été interpellés et après des mois d'attente, les œuvres seront bientôt de retour au château. Merci Lucas, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain. On sera là. 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Très bonne soirée.